Alors, tout le monde est en train de se brancher. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Marilyn. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ouais. Il y a encore des gens qui arrivent. Alors, on va tous vous demander, sauf Stéphane, qui est co-animateur avec moi, de bien vouloir fermer vos micros parce que le problème du webinaire avec Zoom, c'est que voilà, si tout le monde parle en même temps ou fait du bruit, ça va être vite très très compliqué pour tout le monde. Et si jamais vous avez des questions, bah, vous pouvez passer par le chat, hein, sans problème. Bonjour Vincent. Voilà, donc, on voit des têtes connues effectivement qui nous rejoignent. Donc, on est parti ensemble pour environ trois quarts d'heure, une heure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur la problématique du référencement naturel, donc ce qu'on appelle le SEO, qui donc va permettre de faire en sorte que vous ayez une meilleure visibilité en fait enfin, que votre site, pardon, ait une meilleure visibilité sur Internet. Alors, il y a plusieurs parties pris, hein, vous verrez par rapport à ce webinaire. Première chose, c'est dans le cadre d'une action qui s'appelle l'opération OZ, qui est pris en charge, animée, pilotée, dirigée, comme vous voudrez, par le Greta Grand Littoral, qui fait suite en fait à une convention de revitalisation du groupe Auchan et qui a comme partenaire un certain nombre de structures comme par exemple les services de la gendarmerie nationale, de l'AFNOR, qui s'occupe plus spécifiquement en ce qui les concerne de la sécurité numérique, mais on va retrouver également le Conseil régional, la CPME et bien sûr Auchan, donc, qui est le financeur. Voilà, donc alors pourquoi je parlais de parti pris, pardon, parce que volontairement, on va essayer de travailler sur... Très bien, donc Vincent n'a pas de son. C'est parfait. Donc, Vincent, comme pour les autres, tu passeras par le chat si tu veux bien. Donc, ouais, pardon. Le parti pris qu'on a, c'est de travailler sur le référencement naturel, mais en ce qui concerne les sites WordPress. Alors, pourquoi les sites WordPress en particulier? C'est tout simplement parce que dans le cadre de l'opération OZ, on propose un certain nombre d'accompagnements auprès des petites entreprises, donc plutôt des gens qui sont éloignés du numérique. Donc, ça sous-entend qu'aujourd'hui, on va voir vraiment les bases, hein, de ce que c'est le SEO. Donc, ceux qui connaissent déjà bien le SEO, ben, j'ai peur que vous n'appreniez pas grand-chose, mais surtout, n'hésitez pas à intervenir, hein. Si vous avez un point de vue ou un conseil technique complémentaire, ça sera le bienvenu. Pour cette raison-là, on est parti en fait sur la mise en place de sites via WordPress parce que ça permet plus facilement pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique de prendre la main, même si ils n'ont pas de connaissances spécifiques dans le langage, dans les langages divers et variés dans le domaine numérique. Voilà. Alors, sachez également que le webinaire est enregistré. Donc, c'est pour vous l'occasion, effectivement, de pouvoir revoir ça à tête reposée, si je puis dire, un petit peu plus tard, et pouvoir faire éventuellement quelques manipulations qu'on aura l'occasion de voir. Voilà. Je présente également Stéphane. Donc, Stéphane Ouatré est un des quatre consultants qui travaillent sur l'opération. Stéphane est spécifiquement expert dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est celui notamment qui avait animé le tout premier webinaire sur l'IA, justement, qui avait eu pas mal de succès et qui était, ma foi, extrêmement intéressant. Stéphane, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots par rapport à la thématique, par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Oui, en fait, comme je te l'ai proposé, moi je peux apporter un complément sur l'utilisation de l'IA pour nous aider en fait dans le SEO. Mhm. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester, alors surtout pour moi en fait, hein, pour créer des posts sur le blog qu'on a chez Acant. Donc c'est plutôt en Mhm. usage personnel. Je ne l'ai pas mis en œuvre forcément dans les accompagnements OZ. Voilà, je pourrais donner un petit retour par rapport à ça. Voilà, je compléterai si tu as besoin. Très bien. Alors, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, donc, bah, comme je l'ai dit, c'est les bases du SEO. Si on a le temps, on essaiera de finir sur la présentation notamment, alors rapide je pense, mais au moins dans les grandes lignes d'outils comme Google Search Console qui permet effectivement d'avoir une vue sur bah, l'efficacité dans le temps en fait de notre positionnement en termes de SEO. Euh, et, euh, mais
si jamais vous avez besoin, encore une fois, on est à votre disposition déjà pour vous répondre à vos questions, même après le webinaire. Et en fait, en structurant le webinaire, je me suis dit que ça pourrait être bien aussi qu'on vous rajoute peut-être des modules complémentaires que j'enregistrerai sans public pour le coup, mais sur d'autres outils qu'on n'aura sans doute pas le temps de voir, comme Google Analytics ou autre, parce qu'en fait, c'est un domaine et un sujet tellement vaste que c'est quand même difficile de tout faire tenir en 45 minutes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le SEO, donc, c'est l'ensemble des techniques qu'on va mettre en place pour pouvoir permettre l'optimisation naturelle, comme on dit, donc c'est le deuxième terme, hein, l'optimisation naturelle de votre site sur Internet. Alors, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le SEA, cette fois-ci, qui, par définition, est l'autre type de référencement, c'est-à-dire le référencement payant, qui va consister à acheter en fait des mots-clés auprès de Google notamment pour pouvoir effectivement être mieux positionné sur les différentes pages de recherche. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, malheureusement ou heureusement, le SEA n'est pas une science exacte. Le SEO, pardon, n'est pas une science exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de quelque chose qui est aujourd'hui tenu secret, qui est l'algorithme de Google. Et ça, personne, bien sûr, à part Google, n'en a la connaissance fine et précise. Donc, comment est-ce qu'on sait quelles sont les différentes techniques à mettre en place? Ben, c'est simplement par l'utilisation au cours du temps. Donc, on a un certain nombre d'experts du SEO qui travaillent bien sûr chaque jour là-dessus et qui ont pu repérer qu'effectivement, en fonction d'un certain nombre d'actions, ça pouvait avoir une efficacité plus ou moins grande. C'est d'autant plus une science qui n'est pas exacte que parfois ça va même dépendre d'un site à l'autre. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que vous allez, du sujet que vous traitez, de la façon, en tout cas de la stratégie que vous voulez mener par rapport à votre référencement. Et donc, tout ça veut dire que le SEO va donc prendre du temps, qu'il va falloir y passer effectivement quelques heures régulièrement et que les résultats, même si vous êtes dans le juste, prendront un certain temps avant que ce soit efficace. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, euh, alors je vais peut-être être désagréable et refroidir beaucoup, mais il est évident que pour des petites structures comme nous, et je me mets volontiers dedans, bien sûr, on n'aura jamais un référencement aussi efficace que, je sais pas moi, Alibaba, Amazon ou que sais-je, tout simplement parce qu'on n'a pas la même puissance de frappe. Et donc, on peut effectivement essayer de gagner en visibilité, mais de là à être premier sur un certain nombre de mots-clés assez généralistes, ça risque d'être quand même extrêmement compliqué. Donc ça, c'est deux mises en garde pour lesquelles je voulais effectivement démarrer. Ensuite, il y a ce qu'il faut aussi voir, enfin là c'est moi qui le considère, hein, c'est mon point de vue, et vous n'êtes pas forcément obligé de le partager, c'est que lorsqu'on développe un site Internet, il y a en fait un équilibre à avoir entre trois parties. La première partie, ça va être tout simplement, il faut que vous fassiez votre site de façon à ce qu'il vous plaise, vous, en tant que chef d'entreprise ou intervenant sur le site, parce qu'il faut que vous ayez du plaisir, en fait, à d'abord le montrer et puis du plaisir aussi à le travailler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il soit agréable et lisible pour vos lecteurs, pour vos clients, et donc il faut qu'il suscite un intérêt, qu'il y ait du contenu qui puisse être facilement interprétable par vos clients, qui soit à niveau des clients et d'un client à l'autre, hein. Parfois, on ne va pas utiliser le même vocabulaire, les mêmes structures de phrases, etc. Et il faut que donc les personnes trouvent effectivement intéressant d'aller sur le site. Et le troisième, donc, c'est l'ensemble des éléments en termes de contenu. On verra que c'est une des trois dimensions qui va faciliter ou non le référencement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que malheureusement, les trois ne sont pas forcément toujours en ligne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des contradictions. Et de mon point de vue, je ne suis pas convaincu en fait que le référencement soit le premier élément en fait à considérer. Mais c'est peut-être d'autres éléments comme une meilleure visibilité auprès de vos clients ou un plus grand intérêt personnel que vous avez à développer le site. Voilà, donc le référencement, c'est important, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment de votre plaisir et du plaisir de vos clients.
Ensuite, ce que je voulais également vous dire, c'est que, alors, après ces premiers instants, on va dire un peu désagréables, en cas de mise au point, j'ai par contre une bonne nouvelle, c'est que assez naturellement, le SEO et WordPress font plutôt bon ménage. C'est-à-dire que on a un système, donc un CMS, qui est assez efficace naturellement euh, en termes de référencement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on verra que lorsque l'on travaille un site avec WordPress, ben, assez logiquement, en fait, il nous contraint d'une certaine façon à adopter les bonnes pratiques pour pouvoir être efficace. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est d'autant plus intéressant de travailler que... Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Apparemment, j'ai un petit problème de connexion, de ce que me dit Stéphane. Euh, Sinon, je me rapprocherai de ma box. Hein, je vous donnerai 2 minutes. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que euh, ce qui est bien également, c'est qu'on le sait, hein, WordPress est assez, comment je pourrais dire ça, assez souple dans le sens où on peut assez facilement rentrer dedans pour pouvoir modifier des lignes de code s'il y a besoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Alors, bien sûr, c'est plutôt en mode avancé, hein, mais ma foi, ça permet également de pouvoir mettre la main directement dans le moteur pour pouvoir effectivement modifier un certain nombre de choses s'il y a besoin encore d'ajouter des éléments complémentaires pour améliorer le référencement. Voilà, vous m'entendez bien, ça va? Vous voulez que je bouge un peu peut-être? Bon, je vais essayer de bouger. Hop. Voilà, j'ai bougé, je me suis rapproché de ma box. Probablement, ça ira un peu mieux. Sinon, vous me le dites hein, dans le chat, hop, pour que la qualité du son soit quand même suffisamment agréable pour vous. Voilà, donc ça, c'était les premiers éléments à dire en introduction. Bon, c'est meilleur. Euh, donc, en 3 mots, hein, ce que je disais, c'est le SEO n'est pas une science exacte. Vous n'aurez malheureusement pas des résultats tout de suite et il va falloir mobiliser un peu de temps régulièrement. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas sûr du tout que vous battrez ni Alibaba ni Amazon avec vos petits bras musclés. Mais pour autant, ce qui est bien, c'est que WordPress, c'est quand même à la base quelque chose qui est plutôt bien foutu pour être efficace en termes de référencement naturel. Alors, il y a 3 éléments qu'il va falloir prendre en compte. Donc, le premier, le plus important, alors là aussi, on n'a pas ce sont des chiffres qui sont avancés par certains, mais on n'a pas de vérité absolue là-dessus. Mais on considère que 50% de l'efficacité en fait du SEO est due au contenu que vous allez mettre. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va venir travailler aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est tout simplement la façon dont vous allez structurer votre texte et vos articles et vos pages d'Internet. Ça, c'est la première chose. Donc, on va retrouver également tout ce qui tourne autour de l'optimisation sémantique. Alors, j'en dis pas plus pour le moment. On va passer largement le temps du webinaire là-dessus. La deuxième partie, donc qu'on considère à 40%, ça va être la popularité. Alors, la popularité, c'est en gros, est-ce que votre site est populaire ou non? Ça va prendre principalement 2 critères. Le premier, ça va être est-ce qu'effectivement, vous avez un certain nombre de visites ou de personnes qui viennent visiter plus exactement votre site. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue hein, en termes de SEO, d'une part. Et d'autre part, c'est d'ailleurs la technique historique, paraît-il, qu'utilise Google pour réaliser son classement des sites. Ça va être le nombre de liens qui sont dirigés vers vous. Donc, ce qui est très efficace, c'est quand j'ai 10, 12, 40 sites qui ont un lien qui pointe vers mon site. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très, très positif pour votre référencement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Google essaye de mettre un maximum d'intelligence dans son algorithme. Et pour ça, en fait, elle fait confiance aux êtres humains. Et elle se dit que quelque part, si
d'autres sites, enfin un nombre important de sites pointent vers une page de mon site, ça veut dire que les humains qui ont fait ça, d'une certaine façon, ont considéré que le site, effectivement, était de qualité. Et donc, Google, ça, pour Google, ça a beaucoup de valeur. Et donc, elle fait confiance, en fait, à la vox populi, comme on pourrait dire, pour pouvoir, effectivement, considérer si le contenu du site est quelque chose de bien foutu, ou au contraire, un peu moins intéressant. Et enfin, le dernier, si vous avez compté, il reste 10%. Donc ça va être la technique pure et dure. Alors là, quand je dis la technique, ça va être la façon dont vous allez structurer le code HTML, CSS, PHP, etc. Alors là, on va pas y passer plus de temps que ça parce que, en gros, non, enfin, normalement, on n'y touche pas lorsqu'on utilise WordPress. Et WordPress, comme je disais tout à l'heure, est plutôt bien structuré. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment le système de balises, si on est un peu sérieux dans la façon dont on va structurer nos pages, sur WordPress, ça va être organisé de façon optimale. Donc ça, c'est très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, ce qui va aussi dans cette partie technique sur lequel, pour le coup, on a un peu plus la main, c'est ce qu'on appelle la vitesse de charge. C'est-à-dire, en fait, lorsque quelqu'un va faire une requête et qu'il va cliquer sur notre site, est-ce que le site va se charger extrêmement vite ou au contraire, est-ce qu'il va mettre un certain temps? Et ça, c'est apprécié par Google, hein, bien entendu. Plus notre site va se charger rapidement, et plus Google va nous donner des points, en fait, en termes de référencement. Alors, on verra tout au long du webinaire, il y a différentes façons de gagner en rapidité. Il y a le premier, ça va être tout simplement en fait, le choix de l'hébergeur. Alors, je n'ai pas passé trop de temps là-dessus. Simplement, je rappellerai qu'il est toujours préférable de choisir un hébergeur européen pour deux raisons. La première, enfin trois raisons même. La première, c'est que étant sur le sol européen, elle est soumise à la RGPD. Donc en termes de sécurité numérique, elle est à des niveaux internationaux vraiment au top niveau. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le deuxième, c'est que s'il y a un problème, ben, comme elle est sur le sol européen, on peut plus facilement mettre en place des actions. Et troisièmement, et ça, c'est pas des moindres, bah forcément, pour ce qui est des petits sites, et petits sites, c'est pas péjoratif puisque je me mets dedans comme nous, on a essentiellement une clientèle qui est sur le littoral de la Côte d'Opale, pour certains dans les Hauts-de-France, pour d'autres en France, mais il est assez rare qu'on ait, pour le moment en tout cas, des clients en Australie, en Amérique du Nord ou en Chine. Et donc, on gagne aussi en rapidité de chargement parce que tout simplement, les fichiers qu'on va aller chercher, qui vont permettre de charger le site Internet, bah, ils ne sont pas si loin que ça de l'ordinateur qui souhaite effectivement visualiser notre site. Alors, normalement, les professionnels des serveurs type OVH recopient en fait les sites un peu partout dans le monde pour éviter ce genre de décalage, mais ma foi, c'est quand même plus intéressant. Voilà, donc ça c'est une petite remarque. Choisissez bien votre serveur à la base et que ce soit OVH, que ce soit Stinger, que ce soit O2 Switch, c'est quand même des sites qui ont globalement une bonne efficacité sur effectivement cette partie. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle en fait le TTFB, le temps du premier byte, c'est-à-dire le temps pour lequel la toute première information va arriver sur l'ordinateur du client, qui doit être relativement faible. Et normalement, ça doit être pas plus d'une seconde. Ça doit être très très rapide. Donc avec un temps de réponse effectivement qui doit être efficace. Alors pour ça, vous avez des sites. Alors vous avez pagespeed.web.dev. Alors je vais vous montrer rapidement. Hop. Alors, voilà du tout. Pardon, excusez-moi. C'est là, ça sera mieux. Voilà.
Donc, alors, il y a plusieurs sites qui font ça, bien sûr. Mais par exemple, sur pagespeed.web.dev, vous pouvez ici mettre une URL. Par exemple, je vais mettre hop, franceinfo.fr et vous lancez l'analyse. Et ça va vous permettre effectivement d'avoir, donc c'est la même chose pour votre site, déjà des informations qui vont vous permettre de savoir en gros si votre site est plutôt rapide ou pas rapide. Et notamment, un des critères importants, c'est le TTFB dont je vous parlais tout à l'heure, le temps pour le premier byte. Donc, qui doit être dans la partie verte, en gros, c'est en dessous d'une seconde. Voilà. Donc, il y a d'autres critères aussi qui vont rentrer en jeu. Alors, je ne vais pas tous les présenter parce qu'on va y passer tout le temps. Mais voilà, vous devez être en fait dans ces critères-là pour être efficace. Voilà. Hop, je continue donc ma présentation. Alors, sachez aussi, petite remarque, lorsque vous choisissez un template, souvent, alors soit le template est un template gratuit, parce qu'il y en a déjà beaucoup avec Word, et dans ce cas-là, vous chargez votre template, vous le lancez, et puis vous pouvez utiliser donc la page web que je vous ai montrée pour pouvoir déjà définir à la base si le template, avant même que vous l'ayez travaillé, est naturellement rapide ou non. Si au contraire c'est un template qui est payant, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas l'acheter et puis vous rendre compte qu'il n'est pas rapide et vouloir switcher sur un autre, parce que sinon ça va vous coûter trop cher. Donc il y a deux astuces. La première, souvent, quand c'est un template gratuit ou payant d'ailleurs, il propose une démo en ligne. Donc, et souvent, l'URL que vous pouvez récupérer de la démo en ligne peut être analysée. Ça, c'est la première chose. Ça ne marche pas toujours, mais ça veut dire que dans 2 fois sur 3, ça marche. Sinon, il y a quand même un critère important, c'est la date de mise à jour en fait du template. Et on peut considérer que plus la date de mise à jour est récente, et plus a priori on a affaire à un template qui va être à la fois rapide dans le chargement et efficace dans le SEO. C'est-à-dire que la structuration pardon, du code a été fait de façon à peu près propre. Normalement, c'est la règle. Alors, regardez aussi, là aussi c'est la règle, maintenant ça devient rare quand on tombe sur un template qui ne l'est pas, mais tout de même, vérifiez que le template est bien responsive, parce que là aussi, c'est un des critères très importants d'un point de vue technique qui va être regardé par Google, et vous allez forcément perdre des points si, ma foi, vous avez quelque chose qui n'est pas responsive. Voilà. Bon, je vais dérouler un peu, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire quand même. Toujours sur la partie, on va dire, structurelle, il y a quelque chose qui est important qui va être en fait les permaliens. Alors, c'est quoi un permalien? En gros, c'est la contraction de permanent et de lien. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement en quelque sorte l'adresse URL de votre site, de vos pages, qui, comme son nom l'indique, seront invariants dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez choisi, ça n'évoluera pas. C'est-à-dire qu'il sera toujours le même. Il est toujours intéressant de faire attention à la façon dont c'est structuré. Alors, quand on est sur euh, WordPress, les permaliens en fait vont se structurer de façon automatique. Mais cela dit, il y a quand même une astuce à savoir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Alors, je vais créer rapidement un site sur mon localhost. Donc, j'ai fait un petit site que j'ai appelé www.webinaire.fr. Et quand je vais dans mon tableau de bord, donc dans le dashboard que vous connaissez sans doute tous, alors, il va ramer un peu parce que comme je suis en ligne, voilà. Il faut aller en fait dans Réglages et ensuite c'est dans Permalien ici. Alors, il est possible qu'il soit nativement mis sur simple. Donc, la structuration en fait d'un permalien simple en fait est pas du tout efficace, pas du tout efficient d'un point de vue référencement. Et en gros, il vaut mieux choisir une des autres structures et notamment le plus intéressant, paraît-il, ce serait titre de publication. Donc, quand vous avez titre de publication, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer une page, il va avoir comme permalien, c'est-à-dire comme adresse URL, le nom du site et puis le nom de l'article ou de la page. Et c'est ce qui est en fait le plus efficace. Donc ça, comme je vous le disais, les permaliens sont invariants dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez créé, que vous avez créé une page
il y a un permalien spécifique qui va lui être attribué et vous ne pouvez pas le changer. Alors, plus exactement, si vous le changez, c'est possible, mais en vrai, c'est Google qui va faire une redirection. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous le changez, c'est pas foncièrement grave si vous le faites une fois ou deux dans la vie de votre site, enfin, voire même un peu plus. Mais il ne faut pas le faire tous les 4 jeudis parce qu'à chaque fois, vous avez une redirection. Et la redirection donc, entre les différents titres que vous aurez choisis va forcément agrandir en fait le temps de chargement de votre site. Ça, c'est la première chose à faire quand vous avez un site sous WordPress, c'est de bien vérifier que le permalien n'est pas sur simple, mais vous en choisissez un autre et il semble que le plus intéressant soit titre de la publication. Ça, c'est la première chose. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer les modifications, et ce qui permettra effectivement à vos pages d'avoir ce permalien qui va être automatique. Voilà, hop, j'arrête mon partage d'écran. Voilà, donc ça, c'est première chose à savoir. Je ne vais pas plus m'apesantir sur la partie technique pour le moment. On y reviendra sans doute après, lorsque on verra notamment les éléments de contenu. Petite remarque quand même. Alors, ça peut paraître évident pour ceux qui connaissent bien WordPress, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Lorsque vous êtes, je vais refaire mon petit partage d'écran. Lorsque vous êtes sur votre site, vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes toujours dans Réglages et dans Lecture, vous avez un petit, ici, vous avez la possibilité de demander en fait au moteur de recherche de ne pas vous indexer. Alors, indexer, c'est quoi? C'est tout simplement Google qui va aller chercher votre site et qui va le rendre public d'une certaine façon. Alors ça, normalement, on va le cocher notamment lorsqu'on crée le site, parce qu'effectivement, le site n'est pas encore complet, etc., ou quand on a des grosses opérations de maintenance. Mais évidemment, il ne faut pas oublier de le décocher, parce que des fois, on peut se dire, bah, tiens, mon référencement est vraiment pas terrible. Bah, c'est tout simplement parce qu'effectivement, il y a simplement ce petit problème-là. Donc, il faut bien le laisser décocher lorsque vous voulez effectivement que votre site soit visible, sinon ça ne marche pas, quoi, en fait. Vous n'aurez pas effectivement, par définition, vous n'aurez pas un référencement qui sera optimal. Voilà. Donc, je vous propose que le retourne quand même, c'est de passer directement au contenu, qui sont les éléments, on va dire, un peu plus intéressants, enfin plus intéressants, on va dire plus en lien avec euh, ce qu'on peut vraiment, enfin les actions pour lesquelles on peut vraiment avoir un impact. Alors, d'abord, première chose à savoir, c'est que lorsqu'on va travailler sur le contenu, il faut absolument que vous puissiez définir par type de page, enfin, que ce soit une page ou un blog, hein, c'est la même chose, en fait, un mot-clé qui va être lié avec cette page. Donc ça, c'est vous qui la choisissez, ce mot-clé, mais c'est le mot-clé, en fait, qui va faire toute la différence en termes de référencement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un mot-clé? C'est tout simplement la requête qui va être effectuée par vos visiteurs. Je donne un exemple. Je crée un site pour de l'accompagnement d'entreprise dans le milieu industriel. Je veux faire un titre de blog que je vais appeler la méthode AMDEC, par exemple, qui est une méthode d'analyse des risques. Et ben, c'est le mot AMDEC qui va devenir en fait le mot-clé de référence de, de mon- de ma page. Alors, bien entendu, les mots-clés n'ont pas tous la même valeur. Et donc, c'est important de connaître quel va être le poids du mot-clé pour pouvoir en fait nous guider dans nos choix. Concrètement, si je tape tel ou tel mot-clé, je vais avoir une audience plus ou moins forte. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un mot-clé qui a une grosse audience et un mot-clé qui n'a pas une grosse audience? Tout simplement, c'est le mot qui va être tapé naturellement par les clients pour visiter un site du type recherché. Par exemple, si je suis une personne qui a comme activité euh, la remise à niveau de l'intérieur des véhicules, que vraisemblance à un personnage réel serait purement fortuit, j'ai plusieurs possibilités en fait. J'ai plusieurs possibilités. La première, ce serait de dire, mon mot-clé, ça va être intérieur voiture. Première possibilité. Ou ça peut être simplement voiture, ou ça peut être siège, ou ça peut être cuir, ou ça peut être, enfin voilà, j'ai différentes possibilités. Et donc, l'objectif, ça va être de savoir
bah, quel est celui qui a la meilleure audience? C'est-à-dire autrement, quel est le mot-clé qui va être le plus facilement tapé naturellement par les clients? Et pour ça, eh bien, on va pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. Alors, le problème, pour être honnête, c'est que les, les sites qui vous proposent ce type d'analyse ne sont pas gratuits. Alors, il y a notamment Ubersuggest. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que ce soit Ubersuggest ou les autres proposent un essai gratuit de 7 jours. Et très honnêtement, bah, ça peut déjà faire le job, puisque c'est au moment de la création de votre site que vous allez regarder effectivement quels sont les mots-clés qui sont les plus pertinents. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas regarder ou refaire l'analyse, hein, parce que ça évolue par définition dans le temps. Mais effectivement, déjà avoir 7 jours pour pouvoir utiliser ce système-là et effectivement pouvoir bénéficier des différents analyses, ben, ça peut être intéressant. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, je suis sur Uber Suggest. Et là, j'ai fait, par exemple, j'ai tapé le mot chien, hein, tout bêtement. Donc, ça a permis d'avoir effectivement un certain nombre d'informations. Je vais vous faire le- l'exercice en direct. Donc, par exemple, je vais aller sur analyse de mots-clés. Je vais taper voiture. Voilà. Je fais chercher. Et on va avoir plein d'informations qui sont super intéressantes. Alors, déjà, ce qu'on va regarder en premier, c'est ce qu'on appelle le volume de recherche. Alors, volume de recherche, c'est en fait le nombre de fois où ce mot est demandé en fait sur Internet. Donc 201 000, c'est vraiment important. C'est déjà un mot-clé très très important. Donc, et d'ailleurs, c'est marqué élevé à côté. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est quand même un mot-clé qui va être plutôt pertinent ou en tout cas qui va être efficace. Ensuite, on a ce qu'on appelle la difficulté du SEO. Alors là, je vais remettre à jour. C'est en fait à quel degré de concurrence le mot voiture va se placer. Et plus le chiffre est important, 56 c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que plus vous avez de sites qui justement utilisent le mot voiture en fait comme mot-clé, et donc plus vous aurez du mal à vous positionner. Donc en fait, il faut faire un arbitrage entre un mot-clé qui a un volume de recherche important, mais et une concurrence qui va être faible. Alors, des fois, ce n'est pas forcément évident. On a également la même analyse, mais cette fois-ci avec du référencement payant. Donc là, c'est la concurrence par référencement client. Et l'autre information qui donne qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic, c'est-à-dire si vous veniez à acheter effectivement le mot voiture auprès de Google, bah, ça vous en coûterait environ 50 centimes par clic. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce mot-clé et va être redirigé vers votre site, bah, vous serez dans l'obligation de payer 50 centimes. Alors, il y a d'autres informations qui sont intéressantes. Alors, je vais faire ça avec, par exemple, je sais pas moi, décoration mariage. Hop, je fais rechercher. Donc là, je suis à 22 200. J'ai un difficulté de SEO de 40. Et puis, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais une activité qui est un petit peu saisonnière, c'est qu'on voit que, bien entendu, il y a des évolutions donc un petit peu dans le temps. Vous verrez aussi qu'il y a une vue mobile et une vue ordinateur, donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet de voir effectivement ben, que, alors ils sont assez parallèles quand même, mais ça permet de voir effectivement également l'efficacité que ce soit sur les terminaux mobiles, si je puis dire, ou les ordinateurs. Vous noterez au passage que le volume mobile est supérieur au volume ordinateur, donc ça c'est important quand même comme information. C'est-à-dire qu'il faut absolument que votre site soit responsive. Après, j'ai d'autres informations. Alors, il semblerait, je ne sais pas bien comment ça fonctionne, hein, pour être honnête, je ne sais pas comment ils arrivent à définir ça, mais ils peuvent définir, par exemple, les tranches d'âge des internautes. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour pouvoir vous cibler la tranche d'âge de vos clients. Donc, a priori, on a quand même ici une bonne partie de personnes, près de 50%, qui ont entre 35 et 44 ans. Donc, ça permet de faire des liens sur ce qu'on appelle les personas, donc les profils types de clients. On peut aussi voir si les gens proviennent plutôt par des biais de SEO ou de SEA. Donc, ça permet de voir aussi si c'est intéressant de passer par du SEA en fonction des différents mots-clés.
Et puis, vous avez ensuite des suggestions, par exemple, décoration mariage pour, alors, je sais pas ce qu'il y a, ça doit être pour vous, je pense, pour voiture, pardon, parce qu'il fait le lien avec l'autre mot-clé. Idée cadeau mariage, etc. Donc, il y a des propositions, en fait, d'autres mots-clés qui peuvent être pertinents. Voilà. Alors, dernière chose, ils proposent également, ils le font tous, hein, ça, les autres aussi, c'est des idées de contenu. Donc, si je tape décoration mariage, eh ben, il a essayé de benchmarker un petit peu sur plein d'autres sites pour voir quelles étaient les thématiques qui ressortaient régulièrement. Et par exemple, il y a ici location, décoration mariage, art de la table événement, ce qui peut vous donner des idées, vous ensuite, pour faire des pages de blog. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la rénovation de voitures, si j'avais comme idée de contenu, en tout cas comme benchmarking des différentes URL de tous les sites de France et de Navarre, si je vois que c'est marqué comment entretenir, par exemple, le cuir de la sellerie de voiture, eh ben, ça peut donner une idée à certains pour faire justement un article de blog spécifique à cette problématique-là, parce que manifestement, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur Internet. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'infos. Alors, reprenons l'exemple 2 minutes sur décoration de mariage. Imaginons, je suis une entreprise qui propose des décorations de mariage. Donc là, j'ai fait une première analyse sur décoration de mariage. Mais imaginons que je ne fasse pas que de l'événement de mariage. Je fais aussi d'autres événements comme des baptêmes, comme, je sais pas moi, comme les départs en retraite, etc. Eh ben, je peux essayer, par exemple, décoration événement pour voir si, avec un mot un peu plus large, c'est plus efficace ou moins efficace. Donc là, j'étais à 22 200 en termes de volume de recherche. Et là, quand je fais rechercher, suspense, Insoutenable. impressionnant, incroyable. J'espère qu'il va arriver quand même. Voilà. Ah bah, zéro volume de recherche. Donc là, a priori, alors, j'ai peut-être fait une petite faute quelque part. Événement. Sinon, je prendrai un autre exemple. Enfin, vous aurez compris. Si le volume de recherche, notamment, et voilà. Donc, effectivement, il manquait un et, pardon. La volume de recherche, on est vraiment sensiblement en dessous, hein. On est beaucoup plus faible. Donc, probablement, c'est plus intéressant d'utiliser comme mot-clé décoration mariage que décoration événement, même si, a priori, la notion d'événement englobe plus de choses par rapport à mon activité. De la même façon, moi, j'ai essayé consultant entreprise et conseil en entreprise. Bah, contrairement à ce que je pensais, c'est conseil en entreprise qui est de loin plus recherché. Et donc, ça permet effectivement d'avoir un point de vue en termes de mots-clés sur ce qui est le plus efficace pour nos clients. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini vos mots-clés, donc l'objectif, si vous voulez, ça va être de les mettre un petit peu partout dans votre site. Alors, quand je dis partout, ce n'est pas le fruit du hasard, mais ça va être, par exemple, euh, on va le retrouver d'abord dans ce qu'on appelle le titre de la page. Alors, pas de panique, que ce soit le titre de la page ou que ce soit ce qu'on appelle le titre H1, c'est-à-dire le titre principal de la page. En fait, il va être fait naturellement par WordPress. C'est-à-dire que quand vous avez créé une page, je vais vous le faire tout de suite. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Donc, quand je vais créer une page, alors, page, ajouter une page, et que je crée donc ma page, en l'occurrence, je vais prendre mon exemple de tout à l'heure, un deck. Donc, je publie la page. À partir du moment où je publie, ben, ça a fait plusieurs fois. Déjà, le titre de la page est devenu un deck et le titre H1, c'est-à-dire le titre principal, hein, pour ceux qui ne sont pas techniques, va être également index. Et ça va devenir par définition, enfin en tout cas à la base, le mot-clé potentiel de ma page. Donc il y a une certaine cohérence en fait dans la façon dont WordPress va se structurer. Et d'ailleurs, si je vais sur ma page, voilà, vous voyez qu'ici, donc le titre de la page, c'est ce qu'on a ici dans le bandeau. Donc je retrouve bien un deck et j'ai bien le titre principal de la page en H1 qui va être Hamdeck.
Et ça, enfin, c'est deux des principaux critères en fait de référencement. C'est les choses qui font gagner beaucoup, beaucoup de points. Donc, ce sont ces éléments-là. Alors, on verra après, on va utiliser un outil qui s'appelle Yoast. Alors, je me dépêche parce que normalement, il ne reste plus que 5 minutes, qui fait ça aussi très, très bien. Alors, je continue. Donc ça, c'est les éléments qu'il va falloir regarder. Ce qu'il va falloir regarder aussi, mais je vous montrerai quand on va télécharger Yoast, c'est la façon dont vous avez structuré ce qu'on appelle donc, enfin, vos slugs. Alors, c'est quoi un slug? Le slug, c'est ce qui va être rajouté dans votre permalien. C'est-à-dire que vous avez un permalien de base, par exemple www.citrusdevelopment slash la méthode MDEC. Et puis, si je veux rajouter une page dont euh, le mot-clé va être par exemple organisation, et ben, je peux rajouter en fait à ce permanien un bout qui va être par exemple quelle utilisation pour mon organisation. Et ça, le fait d'avoir le mot organisation à la fois comme mot-clé et intégré dans mon slug, donc dans mon permalien, bah, ça va me permettre également de gagner un certain nombre de points. Pardon. Voilà, donc ça, j'en dis pas plus. Alors, toujours sur le contenu de votre page, Google est assez sensible à la façon dont vous allez structurer votre page. Donc, j'ai déjà parlé des titres principaux, c'est-à-dire des titres H1. Donc, dans le titre H1, idéalement, il doit y avoir votre mot-clé, chien, voiture, index, ce que vous voulez. Ensuite, le principe, c'est d'avoir un et un seul H1 par page. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il ne faut pas s'amuser, entre guillemets, à mettre des titres de niveau H1 partout sur la page. Mais ensuite, il faut le structurer. Donc, alors pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML, il y a 6 niveaux de titres, H1, H2, H3, H4, H5 et H6, pardon. Et à chaque fois, en fait, on va avoir un titre légèrement plus petit en termes de taille. Ce qui permet, en fait, en gros, ça revient à avoir quoi? C'est avoir un titre principal, et puis après un titre secondaire en plus petit, éventuellement un titre de troisième niveau encore en plus petit, etc., etc. Donc, il faut bien utiliser une fois et une seule H1, mais ensuite, vous pouvez utiliser autant que vous voulez les H2, les H3, les H4, les H5. Et de ce qu'il semble être, alors ce qui se dit sur les forums, c'est que vous pouvez donc saucissonner votre texte avec idéalement entre 300 et 500 mots avant de le découper avec des sous-titres. Donc ça améliore la lisibilité. Donc les gens vont pouvoir mieux suivre votre texte avec des sous-titres de façon régulière. Et l'idée, ça serait d'avoir en fait des tailles de texte qui sont de l'ordre de 300 à 500 mots. De la même façon, la taille totale du texte doit être, alors là aussi c'est ce qui se dit sur les forums, hein, c'est ce qu'on suppute, doit être entre 1000 et 2000 mots. Si vous êtes trop faible, Google va considérer que vous n'avez pas assez de contenu en fait pour intéresser les gens. Et si vous êtes au-dessus, alors vous ne perdez pas de points au niveau de Google, mais vous pouvez perdre des points en termes de visibilité par rapport aux personnes qui vont vous lire, parce que on lit plus en fait, hein, pour être honnête. Les gens lisent de moins en moins, et donc plus vous avez des pages avec beaucoup de contenu, et plus les gens peuvent rechigner en fait à vous lire. Donc idéalement, on considère que c'est entre 1000 et 2000 mots par page, ou par article. Alors, ce qui se dit aussi, c'est que au-delà de cette règle-là, l'idée, c'est un peu de benchmarker, c'est-à-dire que vous allez regarder ce que font des sites concurrents aux vôtres. Vous allez en prendre 4 ou 5 et vous allez regarder. Alors, vous prenez ceux qui sont justement le mieux référencés, hein, forcément, ceux qui arrivent en premier. Et puis, vous allez regarder, en fait, le nombre de mots qu'ils mettent en moyenne par page. Donc, vous faites ça, vous faites un copier-coller, vous mettez ça dans Word. Puis dans Word, vous pouvez aller, c'est dans révision, si je ne dis pas de bêtises, et dans statistiques, et vous aurez le nombre de mots. Et vous verrez que ceux qui sont les mieux placés, généralement, ils ont un nombre de mots à peu près similaire, parce que c'est quelque chose qui fait marquer beaucoup de points. Et si vous avez naturellement des pages qui ont, enfin, de vos concurrents qui sont autour de 800 000 mots, bah, ça veut dire que c'est à peu près la norme. Si vous avez des pages de plutôt 1500 mots, bah, c'est plutôt la norme, etc., etc.
Parce qu'en fait, ça va dépendre aussi d'une thématique à l'autre. Il n'y a pas vraiment de règle absolue par rapport à ça. Voilà. Ce que je peux encore vous dire par rapport à tout ça? Alors, autre chose. En ce qui concerne cette fois-ci, donc on a parlé du texte, cette fois-ci maintenant les images. Alors, quand vous allez télécharger les images, la première chose à faire qui est très importante, ça va être de les optimiser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une erreur importante de faire en sorte d'avoir une image qui va être lourde. Donc, lorsque par exemple vous allez télécharger vos images, faites attention au poids que ça a, et notamment pour ceux qui ont l'habitude de prendre des photos via les smartphones parce que c'est de la super qualité, mais en fait elles sont très lourdes. Donc, pour éviter ça, pardon, vous allez pouvoir passer par des systèmes en ligne, donc c'est le plus efficace, hein, qui vont permettre en fait de. Hop, j'ai fait un petit partage d'écran. Je vous avais préparé ça tout à l'heure, qui va vous permettre d'optimiser, c'est-à-dire de réduire la taille en fait voilà, c'est là, de réduire la taille en fait de vos images. Donc vous avez par exemple Compress JPEG. Alors Compress JPEG, tout simplement vous allez chercher des photos à droite à gauche, soit de votre cru, soit sur Pixabay ou autre. Et ensuite, vous allez en fait le passer à la moulinette de ce type de logiciel et il va vous le ressortir en fait avec un poids un peu inférieur. Alors généralement, c'est de l'ordre de 30% quand même, 30, 40, 50%. Ça dépend de l'outil que vous utilisez. Bien entendu, alors Compress JPEG, il est gratuit, donc il réduit un petit peu. Et vous avez des solutions qui sont payantes, qui sont plus puissantes. Après, il faut savoir ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'ils vont réduire en fait la taille de votre image. Deuxième chose, pouvez demander, et vous voyez ici à l'écran, à transformer en fait vos JPEG, vos PNG, etc., en WebP. Donc ça, c'est un nouveau format qui est en fait un format qui a été inventé par Google et qui, par définition, prend assez peu de place, sans perdre en qualité en fait au niveau de l'image. Donc vous avez la possibilité également de transformer, enfin de réduire à la fois la taille de vos photos et en plus de les convertir en WebP converteur, là, enfin WebP, c'est le format, pour pouvoir également gagner aussi de la place. Dernière chose, les PNG sont naturellement plus lourds que les JPEG. Donc là, c'est pareil, quand vous avez la possibilité d'arbitrer lorsque vous prenez votre photo ou vous transformez une image sur Canva ou autre, si vous pouvez arbitrer sur différents formats de l'absolu, vaut mieux un format JPEG qu'un format PNG. Les formats PNG, on ne va les prendre que quand vous avez besoin de vectorialiser l'image, c'est-à-dire quand vous avez besoin que que le fond soit transparent, pardon, parce que JPEG ne le fait pas ça. Mais sinon, il faut éviter les PNG parce que c'est ce qu'il y a de plus gros. Donc, premier travail, effectivement, c'est réaliser cette transformation avant même d'uploader vos images. Si jamais vous n'avez pas fait ce travail-là, alors il y a une extension qui est pas mal. Je vais vous la montrer tout de suite. Je retourne sur mon pseudo-site qui s'appelle, hop, extension, ajouter une extension. Pardon, c'est pas là où je voulais aller. Voilà. Donc, je vais mettre optimisation image ou image tout court. Alors, oui, c'est celui-là. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Je ne dis pas que c'est le meilleur. E3W, là, aussi bonne presse. J'ai vu ça sur les forums. Mais Imagify, moi, je l'utilise et c'est plutôt pas mal. Donc, je vais l'installer et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Imagify, il a deux intérêts. C'est que il va compresser aussi les images, même si vous ne les compressez pas avant. Attention, généralement, la compression des extensions qu'on met sur WordPress est moins performante que de la compression faite en amont via par exemple, le site que je vous ai montré. Allez, active-toi. Voilà. Bon, d'abord, il faut s'inscrire. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai perdu un peu trop de temps, mais c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Vous simplement avec votre nom, votre prénom. Vous recevez alors une adresse mail, enfin, sur votre adresse mail, pardon, un lien
avec une clé API que vous remettez en fait ici, là, et, mettez votre clé API. Et puis après, vous pouvez aller aux réglages. Alors, au niveau des réglages, il n'y a pas grand-chose à savoir, hein. Vous laissez tout en mode basique. Simplement, il va vous proposer également d'avoir le fameux format dont je vous parlais tout à l'heure, le WebP. Donc, vous pouvez également l'actionner. Alors, petite remarque cependant, les formats WebP donc, sont super efficaces et très appréciés par Google. Le souci, c'est que si vos clients ont des vieilles versions de Google, Firefox et compagnie, il est possible en fait que ce format ne soit pas lu. Alors, il existe d'autres logiciels que je vous retrouverai à l'occasion, parce que j'avoue que je ne m'en souviens plus, mais le nom va me revenir après, qui permet de sélectionner, en fait, d'avoir un espèce de module qui va soit charger l'image en WebP, soit la lancer en mode basique, à savoir JPEG ou autre, en fonction justement de la date du navigateur de votre client. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des problèmes. Alors, une fois que je lance mon système de Imagify, là, alors je vais, ah bah, c'est bon, il s'est mis. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand je vais importer un média, on va le faire tout de suite. Voilà. Je vais, par exemple, prendre cette photo. Alors là, ça n'a pas marché. Je pense que c'est. Voilà, il est là. Imagify. Alors, le problème, c'est que ma clé API n'est pas valide, hein. Ça ne va pas marcher. Mais vous avez ici, en fait, au moment où vous chargez la photo, vous avez la possibilité ici de cliquer pour pouvoir l'optimiser. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Ce qui est bien aussi avec Imagify, mais tous le font de ce que j'ai vu, c'est que vous avez aussi un bouton quand vous allez être dans votre dashboard WordPress. Donc, ici, vous aurez Imagify, par exemple. Vous cliquez dessus et vous aurez un bouton qui va être marqué, où ça va être marqué optimisation de masse. Et optimisation de masse, c'est quoi? Ben, en fait, il va optimiser. Il doit être là. Hop, voilà, optimisation de masse. C'est quoi ça? C'est tout simplement, il va optimiser toutes les photos qui sont sur votre site, y compris celles qui sont intérieures à la mise en place d'Imagify et également celles qui ont été importées à l'occasion soit d'une extension, pardon, soit de votre template. Donc, ça permet effectivement d'être vraiment efficace en termes d'optimisation. Voilà. Dernière chose sur les photos qui est très important en termes de référencement. Donc, je l'ai dit, c'est un, faites attention à la taille que vous prenez. Deux, optimiser, c'est-à-dire réduire la taille via un logiciel préalable pour qu'elle pèse le moins possible sans nuire à la qualité. Trois, privilégier le format WebP. Et quatre, lorsque vous allez chercher votre photo, il faut absolument que la case texte alternatif qui est ici soit remplie. Alors pourquoi, c'est quoi le texte alternatif? C'est tout simplement si chez un client, vous avez votre site qui, pour X raison, n'est pas chargé, problème de connexion, hein, comme j'ai eu tout à l'heure, etc. Eh ben, il y a un texte alternatif qui va apparaître, ce qui va permettre quand même d'avoir une compréhension en fait de ce que veut l'image. Donc, par exemple, ici, je mettrais dame marchant dans la rue. Alors, je sais pas, imaginons, j'ai un site qui permet de proposer des lentilles pour avoir des jolis yeux bleus. Donc, avec les lentilles Van Mark, etc. Bon, bref. Comme ça, les gens comprennent en fait ce qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, peuvent se l'imaginer. L'autre intérêt, enfin, il y en a deux autres. Le deuxième, c'est déjà pour les malvoyants, hein, les non-voyants, parce qu'ils ne voient pas les photos. Les non-voyants et les malvoyants ont des logiciels qui lisent le texte Internet et donc ils vont pouvoir lire effectivement Dame marchant dans la rue avec les lentilles Van Mark, par exemple. Donc ça, c'est quand même important pour eux. Et aussi, si je reviens au référencement, Google, en fait, c'est pas voir non plus les photos, c'est quand même un malvoyant. Donc il va aussi lire ce qu'il y a dedans. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se débrouiller pour avoir dans le texte alternatif mon mot-clé qui peut être par exemple ici lentille, par exemple, le mot lentille. Donc là, j'ai essayé de le placer, j'ai réussi à le placer. Donc si mon mot-clé c'est lentille, ben, ça va me faire gagner de l'emplacement. Dernière chose, attention cependant, il ne faut pas le faire systématiquement. Enfin, il faut systématiquement mettre du texte alternatif, mais pas mettre systématiquement le mot-clé dedans. Pourquoi? Parce que Google risque de mal le prendre. Google n'aime pas quand on force en fait le référencement naturel. Parce qu'il considère que quand on fait du référencement, ce qu'on appelle du surréférencement naturel, c'est-à-dire qu'on cherche absolument à être bon partout, ça va nuire
à la qualité du site et du contenu du site. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des arbitrages à faire entre est-ce que le site est beau, est-ce que le site est agréable à lire et est-ce que le site est bien référencé. Et si on met partout le mot lentille, par exemple, dans mon exemple, ben, ça n'a plus de sens, quoi. Et donc ça, Google n'aime pas trop. Donc la règle, c'est d'être avec le mot-clé ici lentille dans le texte alternatif environ pour une photo sur deux. C'est déjà suffisant. Voilà, alors l'heure tourne, hein, je vais vous redonner encore quelques bonnes pratiques. Ah oui, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, lorsque vous allez rédiger votre texte, c'est de mettre du texte en fonction de qui vous semble important en gras. Alors, en termes de codage, il y a deux façons de mettre du texte en gras. C'est soit avec des balises B, B comme bold, qui veut dire grand en anglais, qui, elles, n'ont pas d'effet sur le référencement, mais il y a un deuxième type de balise qu'on appelle les balises strong. Et normalement, euh, WordPress, à chaque fois que vous demandez du gras, le met automatiquement sur strong. Alors, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle un tag, c'est-à-dire que les mots qui sont en gras avec les balises strong, donc naturellement, c'est ce qu'il y a sur WordPress, vont être lus également, vont être repérés par WordPress comme étant des mots-clés utiles pour le référencement. Donc, il faut de temps en temps mettre des mots en gras. Alors, on considère qu'il faut mettre environ 1% en fait, des mots en gras. En fait. Ça, c'est important. Environ 1%. Donc, si vous avez un texte de 500 mots, vous pouvez mettre 3-4 mots en gras avec la balise strong. Et il faut qu'il y en ait, pas tous, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de fois où ce soit votre mot-clé qui soit en gras pour bien que Google comprenne en fait le lien qu'il y a entre les deux. Alors là, c'est comme les images tout à l'heure, il ne faut pas le faire systématiquement, il ne faut pas mettre partout le mot lentille en gras en strong, parce que à un moment donné, Google va dire là, il exagère, et ce qu'il veut, c'est simplement du référencement pour du référencement. Et ça, probablement qu'en fait, la qualité du texte pour le client, ça doit être du grand n'importe quoi. Mais il faut le faire effectivement de temps en temps. Donc, gardez en principe qu'il faut mettre des mots en gras de temps en temps pour gagner en lisibilité d'abord pour vos clients et ensuite ne pas hésiter à mettre un certain nombre de fois le mot-clé dans votre texte et celui-ci le mettre également en gras pour qu'il soit mieux repéré en fait par Google. Voilà. Ah oui, alors, bon, il me reste quelques minutes, donc j'ai vraiment l'essentiel. Ce qui vous permet aussi de gagner du référencement, de la place dans le référencement, ça va être les liens internes et externes. Alors, d'abord, les liens qui sont des liens, ce qu'on appelle sortants, c'est-à-dire de votre site vers l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Il y en a de deux types. Un lien sortant mais qui reste, c'est-à-dire en fait, vous allez pointer un mot vers une page de votre propre site, mais une autre page. Par exemple, moi, le mot Amdec, je peux créer un lien dessus pour renvoyer vers un article pardon, de blog de mon site. Et ça, c'est assez efficace. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Ça permet de faire gagner pas mal de points en termes de référencement. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des liens internes de votre site vers votre site, vers d'autres pages de votre site, parce que effectivement, c'est assez efficace. À quelques conditions, cela dit. Premièrement, euh, les liens dans le texte sont plus efficaces que les liens issus du menu ou des boutons, parce que Google considère que des liens dans le menu de votre site et dans les boutons de votre site, bah, c'est déjà, comment je peux dire ça? C'est naturel finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effort particulier. Par contre, quand vous avez fait l'effort de créer un autre lien dans le texte qui pointe vers une autre partie de votre site, Google apprécie ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Euh, et ce que va regarder quand même Google, c'est toujours pareil, il va essayer d'interpréter un peu la pertinence en fonction de la façon dont vous avez structuré vos liens. Alors, vous avez également des sites payants qui permettent de faire de la mesure de pertinence, alors notamment, alors c'est la façon, le type de mots que vous allez mettre en lien, etc.
Est-ce que Google le juge pertinent ou non en fonction de la thématique que vous avez développée? Et autre chose, ce qui est vraiment le plus efficace, paraît-il, en termes de référencement, ça va être en fait ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire les liens des personnes qui a enfin d'autres sites vers votre site. Il faut savoir qu'historiquement, en fait, c'était la seule thématique, si je puis dire, qui permettait au début de l'histoire de Google de référencer les sites. Et ça reste aujourd'hui encore quelque chose de très important en termes de poids pour le référencement, parce que comme je le disais en introduction tout à l'heure, Google fait confiance aux autres humains pour savoir si notre site est un site avec intérêt ou non. Donc, quand on a autour de nous 10, 20, 30, 100, 1000, 10 000 sites qui pointent vers nous, bah ça va nous faire gagner énormément de place en termes de référencement. Alors, il y a plusieurs façons de s'en sortir avec cette particularité-là, enfin, cette option-là. Le premier, ça va être bah, tout simplement avec votre réseau, c'est-à-dire que vous avez sans doute autour de vous des gens qui sont aussi des professionnels. Hein. Généralement, entre chefs d'entreprise, bah, on se connaît un petit peu. On sait qu'il y a euh, bah, des confrères qui ont des activités qui sont proches d'une autre, et ça peut avoir du sens. Alors attention, idéalement, il ne faut pas prendre un site concurrent parce que vous allez augmenter le référencement de votre concurrent. Donc, ce n'est pas terrible en termes de stratégie. Par contre, si j'ai une entreprise qui réalise, par exemple, des décorations pour mariage, et dans le réseau, j'ai une autre entreprise qui réalise des cérémonies pour le mariage. Là, c'est deux activités qui sont totalement complémentaires, et on peut avoir effectivement un des deux qui pointe vers l'autre. Alors, pourquoi je dis un des deux qui pointe vers l'autre et pas les deux? Parce qu'en fait, si vous faites un échange de liens, Google va considérer que c'est un petit peu, comment dire, construit, si je puis dire, et donc ça fait gagner moins de points que quand le lien est unique. Donc quand c'est comme ça, il faut travailler sur ce qu'on appelle une forme de triangularisation, c'est-à-dire qu'il faut un tiers, un troisième site, où le site A va pointer vers le site B, le site B vers le site C, et le site C vers le site A. Là, Google ne peut pas se rendre compte effectivement que c'est du fait, en fait, pas de copinage, mais en tout cas de réseau amical ou professionnel. Et donc, ça, c'est très intéressant. Deux dernières choses, et après, je vais m'arrêter là. Il faut savoir qu'il existe des plateformes où vous pouvez acheter des liens. Donc, ça existe, hein, c'est des choses qui se font. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir, à partir de là, dire, bah voilà, moi, je souhaite avoir des entreprises qui sont OK pour créer des liens vers mon site. Donc, vous avez, par exemple, SEMJUICE, jus de SEM, en fait, hein, SEMJUICE, je pense que je ne l'ai pas ouvert, qui propose ça. Donc, vous achetez des possibilités de faire ce lien. Alors, c'est un peu particulier parce que quand vous irez dessus, en fait, vous achetez des fruits. C'est un peu bizarre. En fait, les différents liens, le poids des liens vont être définis en fonction de catégories de fruits. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les liens les moins intéressants, c'est, si j'ai bonne mémoire, la fraise, donc un fruit relativement léger, et les plus performants, c'est pastèque, le fruit le plus lourd. Et donc, quand on demande, par exemple, à avoir un lien pastèque, ben, ça va être un très gros site, comme par exemple, ce n'est pas le cas, mais imaginons Wikipédia, France Info, voilà, des sites très, très lourds en termes d'audience, qui acceptent de faire un article où ils vont pointer vers nous. Et ça va nous faire gagner énormément, en fait, en termes de référencement. Si j'ai au contraire un lien fraise, c'est des liens qui ont pas trop de valeur, alors qui sont pas chers, mais qui n'ont pas trop de valeur. C'est par exemple pour des annuaires professionnels. Bah, par définition, un annuaire professionnel, ils vont pouvoir pointer vers nous. Hein. Généralement, il y a un lien vers notre site. Mais ça va être un petit peu moins performant. Dernière chose là-dessus, vous avez à côté de ça des plateformes qui proposent cette fois-ci des échanges de liens. Alors, par exemple, il y a Dealer de temps qui fait ça. C'est plutôt pas mal comme système. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas acheter des liens. Vous allez proposer en fait d'être un éditeur de liens et quand vous allez donc, créer un lien vers un autre site, vous allez gagner des crédits et ces crédits-là vont vous permettre d'acheter à votre tour
des sites qui vont pointer vers vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est coopératif hein, dans le mode de fonctionnement. Donc ça vous permet, faire en sorte que ce soit moins cher parce que les sites de vente de liens, ça peut être vite plusieurs centaines d'euros hein, par lien, par lien. Ça peut monter très très vite en termes de budget. Donc là, c'est une alternative qui est plutôt pas mal. Donc je vous invite à aller sur Dealer de temps, comme dealer de temps, bien sûr c'est collé. Et vous verrez, alors ça c'est facile à utiliser. Et ça permet soit donc de proposer des liens vers des sites que vous ne connaissez pas, bien entendu, soit que des gens vous proposent effectivement de pointer vers vous et comme ça vous permettre de gagner en référencement. Voilà, j'en ai fini. Alors, 45 minutes, voire 1 heure, ça va très très vite. Hein. Il y aurait pas mal d'autres choses à vous dire, mais j'ai essayé d'être à la fois le plus exhaustif possible et le plus clair possible. Comme je vous le disais, tout ceci est enregistré, donc vous aurez l'occasion de réécouter ça à tête reposée. Je vous mettrai également en lien, Séverine vous enverra ça, c'est un petit support PowerPoint qui reprend des captures d'écran et puis un certain nombre d'informations par rapport à tout ça. Il y a aussi un dernier outil quand même que je dois vous montrer qui est extrêmement important, qui s'appelle Yoast. Alors, je vais vous faire la démonstration tout de suite parce que ça, c'est un outil quand même qui est assez exceptionnel. Voilà. Donc, je vais retourner dans mes extensions. Non, il n'est pas téléchargé, évidemment. Du coup, j'en ai ceci, une bloc, ajouter extension. Pas mis dans le bon ordre. Voilà. Donc, cette extension-là, alors celle-ci, elle est vraiment magique et je suis content de finir là-dessus. Donc, vous faites installer maintenant, enfin, tout de suite. Vous faites activer ensuite. Allez, on se dépêche. Voilà. Voilà, je l'active. Bon, ça, c'est classique, hein, c'est pas très compliqué. Allez, voilà. Donc, il est ici et je vais le retrouver du coup ici. Alors, pareil, hein, faites confiance au système de base en termes de réglage général, etc. En mode basique, il est déjà plutôt bien structuré. Simplement, vous pouvez ici aller dans configuration initiale. Alors moi, forcément, j'avais déjà installé avant pour préparer le webinaire. Donc, tout est déjà rempli, mais voilà, vous allez retrouver vraiment des informations très classiques. Le nom de votre entreprise, est-ce que vous êtes un particulier ou une entreprise, est-ce que vous avez des profils sociaux à intégrer en fait à votre référencement? C'est des questions très simples. Vous faites terminer la configuration et ensuite, ça va vous permettre. Alors, j'ai retourné sur ma page, toutes les pages, pour vous montrer un petit peu rapidement. Donc, ma page Amdeck, je vais dans modifier. Alors, il n'y a rien dedans, hein. Hop, ça, je vais l'enlever, ça, je vais l'enlever. Et vous voyez ici, il y a un petit onglet avec un Y qui est apparu. Et quand je clique dedans, et ben, en fait, il me propose une analyse en fait, de mon référencement. Donc là, vous voyez qu'il y a le score SEO qui est rouge, hein, forcément, parce que je ne l'ai pas du tout travaillé. Donc, il est un petit peu nul. Mais ça va me permettre effectivement, donc quand je fais analyse SEO, il me propose donc, tous les points améliorés qui reviennent à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. À savoir ici, alors qu'est-ce qui ne va pas? Donc la longueur de la requête, bah, déjà, il n'y a aucune requête qui a été définie. Donc il va falloir déjà que je définisse ici ma requête. Hop. Donc ici, requête cible, bah, je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, méthode de risque, j'en sais rien, hein. Méthode risque, méthode d'analyse des risques. Alors c'est une requête un peu longue, hein. C'est ce qu'on appelle une requête de longue traîne, mais c'est pas grave. Ça peut être efficace aussi. Voilà. Voilà. Hop. Et puis après, ça va me permettre effectivement
Alors voilà, là, il me dit bah, la longueur de la requête, comme je l'ai mis, c'est du bon travail. Pour lui, ça lui va. C'est-à-dire que c'est pas trop long, c'est pas trop court. Méthode d'analyse des risques. Donc déjà, ça, je suis plutôt dans le vrai. Ensuite, il me dit quoi? Il me dit la requête n'est pas utilisée parce que, souvenez-vous, on peut avoir, normalement, c'est une requête, enfin un mot-clé par page. On ne peut pas avoir deux pages sur le même site avec la même requête. C'est compliqué, enfin, c'est pas possible. Donc là, il dit que c'est bien aussi de ce côté-là. Et puis, le titre SEO, donc Amdec, là, c'est du bon travail aussi, ça lui va. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ma requête dans le slug, donc vous vous souvenez, c'est la partie ici, bah, elle n'est pas terrible, effectivement. Donc une partie de votre requête n'apparaît pas dans le slug. Et pour modifier ça, bah, je vais ici. Donc j'ai le slug qui est là. Et je vais pouvoir effectivement ici rajouter, par exemple, un deck où je vais mettre directement, je ne sais plus ce que j'ai mis comme requête, analyse des risques. Alors, ce n'était pas des requêtes, c'était des risques. Pardon. Des risques, voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre analyse des risques. Comme ça, je vais l'avoir directement dans ma requête. La métadescription, c'est aussi important. Métadescription, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur Internet. Par exemple, je fais France Info. C'est ce que vous allez avoir en dessous du titre. Par exemple, ici, pour savoir ce qui se passe maintenant, patati patata. Alors ça ne fait pas vraiment gagner de ranking, hein, de place au niveau du référencement, mais ça permet d'améliorer la visibilité auprès de vos visiteurs parce que ça, c'est la possibilité de proposer en fait, en quelque sorte, un résumé de ce qu'il va y avoir sur le site. Donc, c'est quand même intéressant de bien le renseigner et effectivement, Yoast y est un petit peu sensible. Donc là, vous pouvez mettre, vous trouverez une méthode d'analyse des risques. Donc, je reprends bien ma requête des risques. Alors, vous noterez également qu'au fur et à mesure que je tape, il y a une barre ici qui augmente. Parce que ce soit pour le slug, que ce soit pour la métadescription, la taille, en fait, est importante. Là, par exemple, c'est encore orange parce que c'est trop court. Donc, je vais rajouter des choses. Je vais rajouter pour éviter des accidents sur le lieu du travail. Il ne veut toujours pas passer en vert. Le travail. Donc, à un moment donné, voilà, si je continue un petit peu, il va passer en vert. Et là, je sais en fait que j'ai une bonne taille au niveau de ma métadescription. Comme ici, mon slug, effectivement, est en vert. Donc, en termes de taille, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un bel outil, Yoast. Donc, longueur de la publication. Donc, là, le texte contient 0 mots. Bah, tu m'étonnes, j'ai rien fait. Donc, forcément, il dit que c'est pas terrible. Donc, là, il va falloir que je rajoute effectivement, je sais plus ce que j'étais, c'était un petit peu dessus. Voilà, ici, et il me dit c'est bien moins que le minimum recommandé de 300 mots. Tout à l'heure, je vous disais, idéalement, c'est entre 1000 et 2000 mots. Donc, lui, il dit 300 mots. 300 mots, ça me paraît un peu léger quand même. Mais effectivement, il va falloir taper un petit peu de texte pour pouvoir gagner également des points ici à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, cet outil-là est franchement pas mal et ça reprend l'essentiel des préconisations qui sont importantes pour votre référencement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez éventuellement des questions? Est-ce que c'était, enfin, j'espère, à peu près clair? Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais malheureusement, 45 minutes, on n'a pas tellement le temps. Euh, Deux dernières choses. Il y a deux outils que j'ai pas pu vous montrer. C'est Google Search Console. Je vais quand même vous le montrer rapidement. Et puis Google Analytics. Donc, hop, si je vais là-dessus, partager, je suis allé dans votre. Je peux savoir ouvert le mien. Où est-ce qu'il est? C'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Google Search Console, alors comment ça se présente? En gros, vous allez pouvoir renseigner votre site et ça va vous montrer en fait votre performance dans le temps. Donc, en fonction d'un certain nombre de critères et notamment le nombre de visites que vous avez, le nombre de liens qui ont été cliqués, les types de comportements en fait de vos clients lorsqu'ils ont été sur votre site. Donc ça, c'est super intéressant en termes d'analyse. Et ça va vous permettre effectivement, donc si je vais dans performance ici, vous voyez, vous avez un certain nombre de statistiques, le nombre de personnes qui vous ont visité, la position moyenne lorsqu'on a tapé votre mot-clé sur votre site. Donc, moi, par exemple, je suis au 17e rang.
C'est là où je vais pouvoir, en fonction des différents comportements en termes de référencement, voir si je gagne progressivement un peu des positions par rapport à tout ça. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est plutôt pas mal, qui est gratuit, hein, bien sûr, c'est Google qui le propose, et qui va permettre effectivement de voir un petit peu comment vous améliorez au fur et à mesure de vos actions que vous allez entreprendre en termes de référencement. Voilà, donc ça, on fera peut-être un dernier webinaire sur ces éléments. Je regarde s'il n'y a pas d'autres remarques. Ouais, c'est ça, c'est effectivement, comme dit Juliane, maintenant il faut y aller, il faut appliquer. Alors, autre chose, tout ce que je vous ai dit là, franchement, bon, il n'y a pas de quoi fanfaronner dans le sens où, bien entendu, vous avez énormément de forums, de webinaires, de tutos sur Internet. Alors, ça prend un peu de temps, mais toute cette information-là est une information open source ouverte, hein. Il n'y a rien que j'ai imaginé tout seul dans mon coin. Simplement, c'est un gros résumé d'une recherche de d'un temps assez long, on va dire, sur le sujet. Et donc, vous retrouverez ça très facilement sur Internet et bien d'autres informations, donc pour vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure. Mais encore une fois, tout ceci a été enregistré et vous aurez l'occasion de revoir tout ça et pour pouvoir mettre, comme le dit Séverine, effectivement en pratique. Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières, bah, très bien Stéphane, si tu as appris des choses, ça me fait plaisir, parce que tu es quand même une référence dans le domaine du numérique. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie Ah, en de tout toute façon, cas moi, j'ai de... appris des choses, ça sert à rien, quoi. Je serais beaucoup moins crédible. On verra à notre prochain rendez-vous, on Ah, fera c'est mort. d'applicatif, Vincent. On verra ce qui reste du webinaire. Allez, merci à tous et puis je vous souhaite une excellente après-midi et un bon week-end qui arrive maintenant à grands pas. Allez, au revoir Merci à tous. beaucoup. Un bon week-end à tous. Au Merci revoir. beaucoup, Jimmy. Et Jimmy. Un grand merci à toi. Et merci Marilyn.